Ok. Ouais. Alors, bienvenue à tous. Bonjour. Je suis Nathalie, je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Élie. Donc, bienvenue dans ce webinaire sur les tensions et les conflits au travail, comment les gérer. C'est une thématique qui nous tient à cœur à tous les deux et qu'on avait envie de vous présenter dans ce webinaire. Alors, le plan de ce webinaire. Donc, d'abord, nous allons nous présenter. Ensuite, on va aborder le sujet de pourquoi on parle de tensions et de conflits. Ensuite, on fera un petit sondage participatif pour recueillir votre participation, justement. Et ensuite, nous vous livrerons les deux clés. Donc, la première clé qui sera présentée par Élie pour mieux gérer les tensions et les conflits. Ensuite, on aura un temps de questions. Vous serez invité à poser vos questions dans le chat et Élie y répondra. Et vous aurez la possibilité aussi pour quelques-uns d'entre vous de réagir. On vous donnera la parole pour livrer votre opinion. Ensuite, je présenterai la deuxième clé pour mieux gérer les tensions et les conflits de la même manière, temps de questions-réponses et de réactions. Et ensuite, nous présenterons notre activité en lien avec le thème de ce webinaire. Alors, pour nous présenter, alors Élie et moi, nous faisons partie de Cohésion Internationale. C'est une coopérative, une SIC précisément, dont le siège social est à Lyon. Et en fait, tous les coopérateurs sont installés un petit peu partout en France. L'objectif principal de Cohésion Internationale, c'est d'accompagner les organisations, qu'elles soient privées, publiques, associations, etc., dans leur transformation. Ce qui compte pour nous, c'est d'amener davantage de remettre l'humain au cœur des organisations. Et à peu près une vingtaine, je crois même qu'il manque une toute nouvelle qui vient d'entrer, qui n'est pas présente sur le schéma. Donc on doit être 21 maintenant, coopérateurs, et on travaille vraiment en coopération, c'est le cas de le dire, pour aider les organisations à se transformer vers davantage d'humanisme et d'efficience de plus en plus au jour le jour. Voilà, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, Élie, par rapport à cette présentation? Non, c'est ça. Tu as bien résumé. Voilà, c'est bon. Excuse-moi, j'étais en train en même temps de préparer mon intervention d'après. D'accord. C'est pour ça. Voilà, et bien rien de plus à dire pour l'instant. Si je peux nous présenter nous un petit peu plus. Donc Élie et moi, on est autour d'Angers tous les deux. On habite tous les deux au sud d'Angers. Et donc du coup, on est directeur associé de Cohésion Internationale sur la région du Maine-et-Loire. Sachant qu'on ne travaille pas que dans le Maine-et-Loire, on se déplace également, mais on est positionné dans la région angevine. Voilà. Est-ce Eh que bien, tu peux Élie, arrêter Oui, tout à fait. ton partage d'écran? Je vais partager le mien. Et voilà. Hop. Et donc, je donne la parole à Élie. C'est ça. Pour nous Donc là, parler je des vous conséquences partage des conflits. mon écran. Je vous enlève le chat. Attendez. Voilà. Donc, on parle de tensions et conflits. Mais avant ça, quelles sont les conséquences? Parce qu'on connaît tous, enfin, la plupart des gens, hein, peut-être pas, je vous le souhaite, des tensions ou conflits, mais au sein d'une entreprise, qu'est-ce que ça crée, ça, comme problème? Ça crée de la perte de temps, que ce soit pour des absences ou pour éviter des personnes qui sont impliquées dans un conflit. Ah, j'ai une tension avec telle personne, j'ai pas envie de la voir, et du coup, je vais éviter de la croiser, donc je serai peut-être moins présent au travail. Ou sinon, pour des arrêts maladie aussi, à force d'être en stress à cause d'un conflit, je peux finir par être en arrêt. Il y a des études qui ont montré ça, donc je pourrais vous les reciter peut-être plus tard, mais il y a Klasevski en 2006 et Spector et Lee en 2013 qui ont montré sur ça. On perd du temps aussi en préoccupation. Quand il y a un conflit, certaines personnes, ça peut apporter du stress et on peut y repenser. Ah, si j'avais dit ça, ah, il m'a dit telle chose, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Donc, on perd du temps et aussi, on peut perdre du temps à se plaindre auprès de ses collègues, notamment, et on fait perdre du temps comme ça. Une autre conséquence, c'est que ça réduit la motivation. Quand on est en conflit, notre implication au travail, le temps passé et l'effort qu'on va fournir est moindre. Donc ça, c'est une étude de Dana en 2001 qui a montré ça.
Il y a une autre étude aussi qui a montré que pour la moitié des personnes, 50% des personnes, quand elles sont impliquées dans un conflit, perdent de leur engagement. Ça, c'est Pearson et Porat, alors je ne sais pas exactement comment ça se prononce, en 2009. Et que si le conflit est répandu, voilà, la perte de motivation et de satisfaction dans le travail, ça peut conduire à une baisse globale des résultats commerciaux. Ça, c'est Hatter, Smith et Hay en 2002. Donc, on perd de la productivité, mais aussi de la satisfaction. Forcément, quand on va au travail, il y a des conflits, eh bien, on est moins enclin à y aller. Une autre conséquence, c'est le turnover. Les employés qui vont partir de l'entreprise plus rapidement, ce qui va demander un investissement de temps et d'argent pour recruter, pour former des nouvelles personnes. Et ça diminue aussi la productivité, parce que le temps qu'on passe à faire ça, on ne le passe pas à produire directement. Et aussi, le turnover, c'est aussi montre vraiment le mal-être qu'il peut y avoir au travail. Une autre conséquence, c'est ça perturbe l'organisation. Voilà, à devoir restructurer l'organisation. Si deux personnes ne s'entendent vraiment pas, ne peuvent plus travailler ensemble, eh bien, on va en mettre une dans un autre service. Et ça va demander peut-être de former des personnes à des nouvelles tâches, qui à s'adapter aussi. Donc, du temps d'adaptation. Donc, tous ces temps-là, on est moins efficace, forcément, au départ. Et si ça arrive trop fréquemment, trop souvent, ça peut fatiguer aussi. Ça peut user, et ça va avoir un lien directement avec le turnover. Voilà, donc toutes ces conséquences ont une incidence sur la productivité de l'entreprise et sur le bien-être au travail aussi, forcément. Ça paraît évident. Et maintenant, est-ce que tu peux partager il faut peut-être que je quitte le partage d'écran. Le sondage, vous, est-ce que ces conséquences, est-ce que vous les avez déjà rencontrées dans votre quotidien? Je te laisse prendre la suite, Nathalie. Tu n'as pas ton micro, on ne t'entend pas. Effectivement, merci. Alors, la première question, un conflit a-t-il déjà été l'origine d'un arrêt de travail pour vous ou l'un de vos proches? Oui ou non? Ou je ne sais pas. Deuxième question, à quelle fréquence pensez-vous au conflit? Je n'en ai aucune idée, jamais, pas très souvent, de temps en temps, fréquemment ou tous les jours. Vous ou l'un de vos proches, avez-vous déjà changé d'entreprise à cause d'un conflit? Oui, non ou en partie, ce n'était pas la seule raison. Et enfin, quatrième question, vous êtes-vous déjà senti impuissant face à un conflit? Et je vous partage les résultats. Alors, voilà. première question. Un conflit a-t-il déjà été l'origine d'un arrêt de travail? Oui, pour 71%. Donc, voilà, c'est assez parlant comme résultat. Effectivement, les conflits, c'est quand même quelque chose de très important dans notre vie professionnelle. À quelle fréquence pensez-vous aux conflits? Alors, la majorité, c'est de temps en temps. Pas très loin derrière, fréquemment. Voilà. Donc effectivement, voilà, ça nous occupe l'esprit, quand même, globalement. 10% tous les jours et 6% jamais. Vous ou l'un de vos proches, avez-vous déjà changé d'entreprise à cause d'un conflit? Oui, pour 60%. Donc voilà, c'est un chiffre qui est assez parlant également. Moi, je suis convaincue depuis très longtemps que voilà, l'aspect relationnel est vraiment primordial. C'est pas la seule chose qui compte, mais c'est vraiment primordial dans notre vie professionnelle. Donc là, on voit bien que effectivement, ça peut être l'occasion d'un départ. Et vous êtes-vous senti déjà impuissant face à un conflit? 91%. Donc là, un résultat très parlant. Effectivement, on n'est pas forcément outillé pour gérer les tensions et conflits. C'est bon? Je peux fermer, Élie? Ouais, je vais partager mon écran pour vous donner la première clé. Attendez, je m'organise un petit peu. La première clé, voilà, pour gérer les tensions et les conflits, c'est d'oser dire les choses qui vous préoccupent ou vous dérangent.
Pour vous donner un petit peu de perspective, cette clé que je vais vous donner, je vais essayer de faire une esquisse globale, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, mais ça rentre dans le pouvoir d'expression des 5 pouvoirs de la coopération, auxquels vous avez peut-être déjà entendu parler si vous avez déjà vu d'autres de nos webinaires. Mais d'abord, d'où est-ce qu'ils viennent ces conflits? Quelles sont leurs origines? Mais souvent, ça vient d'insatisfaction d'un besoin. Les émotions et les sentiments, ils vous indiquent si un besoin est satisfait ou pas. Et après, l'intensité de l'émotion, ça va vous indiquer l'urgence qu'il y a à y répondre. On a tous des besoins de compréhension, d'accueil, d'écoute, d'efficacité, de sécurité. Mais on n'a pas les mêmes besoins au même moment, en fait. Ce n'est pas dans la même priorité et pas forcément au même moment chez des amis. Donc, ces différences de besoins à un moment précis, il y a d'autres différences qui s'ajoutent à ça. Il va y avoir des différences de point de vue, des différences de fonctionnement, de manière d'appréhender en fait, les choses, que ce soit le changement ou autre. On n'a aussi pas la même sensibilité à des situations, que ce soit des tensions ou autres. Et toutes ces différences, ça peut être source à un moment ou à un autre de désaccord en fait, sur une situation donnée. Et donc, la deuxième question, c'est pourquoi avons-nous tendance à ne pas en parler? Ben, c'est souvent par peur d'autres besoins, en fait. D'autres besoins, donc ça pourrait être un conflit interne, en fait, entre deux besoins. Si j'ai peur, en fait, de me mettre ma direction à dos ou de perdre de la légitimité auprès de mon équipe, je vais avoir peur de dire certaines choses. Donc, ça va être des peurs plus ou moins rationnelles, et plus ou moins consciente aussi. On n'en a pas forcément conscience. Et donc, les différentes étapes, en fait, pour vous donner de la perspective et comment faire dans les situations difficiles pour dire les choses qui vous dérangent. Bon, le premier conseil que je vous donnerais, c'est d'essayer de le dire le plus tôt possible, en fait. Parce que plus on va attendre, plus le besoin qu'il va y avoir derrière, il va devenir urgent et plus la tension va monter, donc plus l'émotion va être forte et plus ça va être compliqué en fait de dire les choses calmement, sereinement. Et donc, une des toutes premières étapes, celle-ci. Alors, cette méthode-là que je vous partage, c'est vraiment fortement inspiré de la communication non violente. Mais pas complètement. Cette première étape, par exemple, c'est moi qui l'ai rajoutée, c'est reconnaître que quelque chose est touché en vous. Moi, j'ai fait tout un parcours aussi où, et encore maintenant, en fait, j'ai toujours besoin de relativement beaucoup de temps avant de me rendre compte qu'il y a quelque chose qui me dérange et qu'il y a quelque chose qui est touché en moi et qu'il faut que j'en parle, en fait. Ensuite, il faut réussir à faire la part des choses, à vraiment ne pas se laisser envahir par l'émotion et réussir à nommer les faits en fait, de façon neutre et objective. Avoir conscience peut-être des jugements qu'on peut avoir sur une personne et les mettre à part. Je ne dis pas de ne pas les avoir parce que c'est très compliqué, mais de les mettre à part. Ensuite, il faut identifier le sentiment présent en nous. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Essayez d'être le plus précis possible aussi. Donc ça, c'est pas évident aussi, mais c'est tout un travail d'introspection qui se fait. D'y aller d'abord à grosse maille, puis après d'identifier plus précisément. En plus, en français, la langue française, on a vraiment de la chance d'avoir plein de mots différents. Dans la colère, par exemple, on peut être agacé, on peut être énervé, en colère, furieux, et autant de mots qui vont décrire plus finement en fait l'émotion, et ça va permettre en fait de mieux comprendre en fait ce qui se passe. Ensuite, d'identifier le besoin qu'on a dans cette situation. Ok, il y a quelque chose qui ne me convient pas, il y a quelque chose qui m'agace. De quoi est-ce que j'ai besoin en fait pour que ça aille mieux? La cinquième étape, c'est de vous faire une demande à vous-même en fait. Et ça, c'est une façon de prendre la responsabilité en fait de la situation, de ce qui arrive, et de pouvoir dire ok, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je peux faire quelque chose.
Et ce quelque chose, ça peut être de faire une demande à une autre personne. Donc là, à ce moment-là, vraiment le conseil que je vous donne, c'est de parler de vous. À chaque fois, de parler de vous, de votre point de vue, de comment vous vous sentez à l'intérieur, de vos besoins à vous, et de ne pas utiliser le tu, de ne pas du tout parler d'autres personnes. La personne, ça va vraiment l'aider en face à rester à l'écoute, en fait. Parce que souvent, quand on nous parle de quelque chose, moi, je vais pouvoir avoir tendance d'être sur la défensive, par exemple. Si on m'adresse un message et où je vais me mettre sur la défensive, ben non, c'est pas ça. On m'a dit, ben, tu es en colère, par exemple, et si je me sens pas en colère, je vais dire, ben non. Et tout de suite, ça va fermer mon écoute. Du coup, en utilisant le je, chaque fois parler de soi, c'est beaucoup plus facile. Alors bien sûr, ces méthodes, c'est un apprentissage. Et si la situation est trop tendue, si vraiment c'est compliqué, ben c'est mieux de faire appel à une tierce personne, en fait. Quelqu'un qui va avoir plus de facilité, en fait, à regarder la situation de façon neutre et objective. Voilà. Et si cette démarche, elle vous semble longue, ben essayez comme ça, vous déjà, de votre côté, d'essayer de faire les différentes étapes. Et je vous ai préparé aussi un petit sondage par rapport à ça. C'est sur ces étapes-là. Qu'est-ce qui vous semble pour vous les deux étapes qui seraient les plus compliquées pour vous à mettre en place? Pour moi, par exemple, si je parle de moi, ce qui est le plus compliqué pour moi, encore maintenant, c'est de reconnaître que quelque chose est touché en moi. Ce qui a été aussi très longtemps dit compliqué pour moi, j'ai un peu plus de facilité maintenant, c'est d'identifier le sentiment présent en moi. Au début, quand j'ai commencé à découvrir cet outil, il y a quelques années, c'était vraiment à ce moment-là, cette étape-là, c'était je ne sais pas. Et en fait, j'ai eu besoin de temps. Donc, une des premières choses, c'était d'identifier que j'avais besoin de temps pour savoir, OK, qu'est-ce qui me touche et de faire tout ce chemin. Et à force, en fait, c'est une autre façon de faire. On est peu à avoir appris à faire ça. Et ce qu'il faut l'apprendre. Et au début, c'est long, mais c'est vraiment chouette. Et moi, je trouve que c'est une super clé, en fait, pour appréhender les conflits. Moi qui ai horreur des conflits. Voilà. J'arrête le partage. Voilà, sur ces étapes, qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous? Identifier les sentiments, est-ce que vous ne savez pas du tout aussi? Est-ce que ça peut vous paraître vraiment compliqué comme chose? Il y a d'autres personnes, c'est vrai, je ne t'ai pas demandé, toi Nathalie, peut-être pendant qu'ils répondent, peut-être tu peux témoigner aussi toi. Quelles sont les étapes? Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour toi? Tout à fait. Alors, j'ai eu un petit échange dans le chat où j'expliquais que la première étape, pour moi, une des participantes me disait que ça correspondait à l'auto-empathie. Donc, ma première action était de dire, je pense qu'Ellie parle d'autre chose, plutôt d'un trait de personnalité en lien avec l'évitement du conflit. Et parce que moi, quand je me sens touchée émotionnellement par un conflit, je ne peux pas faire autrement que de me rendre compte, mes émotions me débordent justement, sont très présentes, et donc du coup, c'est pas difficile pour moi de reconnaître ce qui se passe en moi. Ce qui va être plus difficile pour moi, ça va être d'oser aller voir l'autre et de lui parler de mes besoins. C'est ça. Parce que mes besoins, j'en ai assez conscience, mes émotions, mes besoins, mais par contre, oser faire part de ma vulnérabilité, faire des demandes, voilà, dans mon type de personnalité, c'est ça qui est le plus compliqué. Et c'est là où j'ai dû apprendre à le faire petit à petit, et j'ai encore besoin d'apprendre à le faire. Tu partages des résultats? Oui. Mettre fin au sondage. Partager les résultats. Alors, c'est assez... Nommer les faits de façon neutre et objective, quand même. Il y a 38%, c'est réparti un petit peu partout. Oser parler de soi quand même et de mes besoins à la personne avec qui je suis en conflit, ça c'est l'étape ultime, j'ai envie de dire. Et à chaque étape, en fait, il y a des petites difficultés. Reconnaître que quelque chose ne convient pas, je pense qu'il y a, de mon ressenti, j'ai l'impression qu'il y a plus d'hommes qui pourraient en avoir conscience. Je ne sais pas, remarque. Oui, en avoir conscience. Nommer les faits de façon neutre et objective. Ça aussi, peut-être une petite clé, c'est réussir à en parler à quelqu'un d'autre. Ça peut aussi aider. Comment est-ce que tu vois la situation? Puis vraiment lui indiquer aussi que
d'avoir un besoin d'éclairage, en fait. Un besoin d'éclairage et pas forcément d'appuyer mon point de vue, en fait. C'est vraiment qu'est-ce que tu en penses pour aider à prendre de la hauteur sur la situation. Identifier le sentiment ou l'émotion présent en moi, ben c'est bien, il n'y a pas tant de personnes que ça. C'est chouette. Savoir ce dont j'ai besoin, c'est pas toujours évident. Alors, sur ça, sur identifier les sentiments et les besoins, donc il y a des... c'est la CNV qu'on crée des listes comme ça sur lesquelles on peut s'appuyer puis vraiment s'aider avec ça, parce que c'est pareil sur les sentiments. Au moment d'identifier un sentiment aussi, on peut avoir des jugements aussi. Et il y a des sentiments qu'on croit être des sentiments, mais en fait, ils sont entachés d'un jugement. Donc, on appelle ça des évaluations masquées. Et savoir ce dont j'ai besoin, là, c'est pareil. Il y a aussi réussir à différencier en fait un besoin d'une stratégie, en fait, d'une stratégie pour répondre à un besoin. Voilà. Et oser parler de moi, des besoins avec la personne avec qui je suis en conduit. Pardon, j'ai bafouillé. Je vais arrêter les partages et peut-être si vous avez des questions par rapport à ça, je vais... Oui, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je les lirai à Élie pour qu'il les réponde. Alors, il y a une personne qui a écrit « Pourrions-nous avoir le visuel, le chemin, les 5 étapes accrochées sur le frigo ?» Oui, tout à fait. Enfin, il faut qu'on le note, mais à penser à envoyer avec le replay. Donc, vous recevrez tous le replay après le webinaire. Et donc, on essaiera de penser à envoyer les visuels si vous le souhaitez. Yes. Alors, je ne vois pas de questions. Si j'en vois une, moi. Il y a Sandra qui demande, qu'entendez-vous par vous faire une demande à vous-même? Faire une demande à vous-même, ça peut être une première étape. S'il y a une situation, je ne sais pas, un collègue qui fait quelque chose qui vous agace, une demande à vous-même, ça pourrait être vous dire, OK, il y a cette situation, je vais faire la demande que je me fais, c'est d'oser, par exemple, lui en parler. Et donc, d'aller le voir en parlant de moi. Et donc, peut-être de préparer cette intervention, peut-être à l'écrit, de dire comment est-ce que je me sens, qu'est-ce qui m'agace exactement. C'est pas, et de le préparer pour ne pas dire tu m'agaces, en fait. C'est plutôt dire quand tu fais telle chose de façon très précise, ça m'agace parce que j'ai besoin de calme peut-être. Il fait un petit bruit avec son stylo qui vous agace, vous ne savez pas comment le dire, puis vous n'osez pas le dire parce que ça a l'air de rien comme ça, mais ça vous agace quand même. Et cette demande, ça peut être d'aller lui dire. C'est ça en fait. Et c'est un petit peu, peut-être la personne qui a parlé d'auto-empathie, mais on peut faire en fait d'abord ces étapes pour soi-même. À la fin, on arrive à l'étape d'une demande. Et cette demande, ça peut être de soi. Et après, ça peut être une demande aussi. On peut demander à une autre personne, et ça peut être une demande d'action, mais ça peut être aussi une demande de reformulation. Est-ce que tu pourrais me dire, en fait, ce que tu as compris de ce que je viens de te partager, de qu'est-ce qui est important pour moi? Et là, vraiment, de se rendre compte, en fait, si le message est passé, si ce que vous vouliez dire, l'autre l'a compris, ou s'il a compris complètement autre chose. Et à ce moment-là, ça vous permet vraiment de le redire, en fait. Est-ce que ça a répondu à votre question? Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Élie? Tu permets? Oui, oui, vas-y. Par rapport à la demande à soi, pour moi, c'est une étape vraiment importante quand je suis en tension ou en conflit avec quelqu'un. J'utilise vraiment les conflits pour mon bien-être et pour évoluer. J'apprends énormément sur moi-même à chaque conflit. Et du coup, la demande à moi, ça peut être par exemple de réaliser en fait que j'avais un besoin, que j'avais évolué, que je voulais passer à autre chose. Et donc, la demande à moi-même, ça peut être de faire de nouvelles choses, de mettre en place de nouvelles choses dans ma vie. Ça peut être de me dire, voilà, là, je me rends compte que j'ai une limite. Et la demande à moi-même, c'est de faire respecter cette limite et de ne plus dire oui. Enfin, voilà, ça c'est... Et donc, ça permet en fait petit à petit de mettre en place de nouvelles choses pour soi-même qui vont toujours dans le sens de notre bien-être, de notre évolution, sachant qu'on est des êtres changeants. Et donc, ce qu'on a mis en place il y a 10 ans peut ne pas correspondre aujourd'hui à ce dont on a besoin de mettre en place dans notre vie aujourd'hui. Donc, à chaque fois, chaque rencontre, qu'elle soit très agréable et positive ou au contraire voilà, tendue et en conflit, eh bien, nous permet d'en apprendre davantage sur nous-mêmes, sur nos besoins et sur nos limites. Est-ce qu'on peut peut-être passer aux réactions? Oui, tout à fait. Alors, qui souhaiterait prendre la parole? Je crois que vous pouvez lever la main. Là, moi, je ne vois pas comment faire, mais tu te rappelles, Élie? Demander la pour parole. qu'il lève la main. Un des petits icônes en bas. Si quelqu'un souhaite prendre la parole pour faire part d'une réaction.
Ouais, moi, je n'ai pas accès à ça. Ah, voilà. Il y a Sonia qui nous indique qu'il y a une icône main levée en bas de... Donc, il y a Pascal qui souhaite prendre la parole. Je te donne la parole, Pascal. Il faut juste que tu ouvres ton micro. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, je voulais juste rajouter peut-être un point dans le process. Il y a Élie qui parlait de la reformulation pour être sûr que on s'est bien fait comprendre et que la personne voilà, a bien compris ce qu'on voulait exprimer pour éventuellement trouver une solution et une contribution à la résolution du conflit. Il y a aussi quelque chose aussi qui me paraît intéressant, c'est demander un feedback. Voilà. Quand je te dis ça, qu'est-ce que ça te fait? Voilà. Et aussi pour voir comment l'autre vit voilà, mon expression et éventuellement après ça, est-ce que tu serais d'accord pour, et puis voilà, pour contribuer par exemple à mon besoin ou pour donner concrètement quelque chose de précis, et arrêter de jouer avec ton stylo si tu es d'accord. Voilà. Et donc voilà, je voulais juste parler demander un feedback. Quand je te dis ça, qu'est-ce que ça te fait? Et de poser la question, est-ce que tu serais d'accord pour, voilà, voir s'il est d'accord pour contribuer, en fait. Voilà. Je Merci. laisse. Merci. Là, on va donner la parole à un autre Pascal. Je crois qu'avec Pascal, on s'était rencontrés près d'Angoulême. Peut-être qu'il va nous le dire. Bonjour, oui, c'est cela même. On s'était bien rencontrés près d'Angoulême, à Barbezieux. Bonjour Pascal. Nathalie. Moi, j'ai pas de problème spécialement avec mes collègues. J'ai eu un gros problème avec ma direction. Puisque j'ai appliqué pourtant tout ce qui était technique de mimétisme, technique de développement personnel que je connaissais pour pouvoir justement mieux communiquer avec cette personne-là. Et je suis tombé sur quelqu'un qui était capable de partir à droite quand je devais aller à gauche, ou à gauche quand je devais aller à droite. Quelqu'un de complètement différent, et qui a engendré chez nous l'équivalent de 15% de départ en arrêt maladie au sein de nos personnels. Cette personne ne fait plus partie des locaux, mais on se rend compte vraiment qu'au bout d'1 an et demi de son départ, les gens ne s'en sont toujours pas remis. Toujours à cause des problèmes de gestion de conflit. Moi-même, pour donner un exemple, il m'a fallu exactement 1 an et 2 mois pour commencer à reprendre la main sur ma personnalité. Alors que je suis quand même très investi dans le domaine du comportement personnel. Voilà. Après, je n'ai pas la science infuse, mais voici le retour. Alors, avec les collègues, j'arrive à transmettre comme il faut ce que j'ai à dire. J'arrive à me faire comprendre. J'utilise des techniques de feedback sans problème et ça passe très bien. C'est plus un problème avec cette personne de direction et pas les autres qui nous a posé de gros problèmes au niveau institutionnel. Merci. Merci Pascal. Alors, on n'a pas très bien entendu, mais je crois avoir compris l'essentiel du message. En tout cas, on comprend bien par ce que tu as dit qu'effectivement, des fois, il suffit d'une personne dans une équipe qui soit très activée dans son ego, dans sa personnalité, dans ses blessures, et que ça vienne bouleverser tout le système, voilà, l'équipe, l'organisation, les relations, chacune des personnes, et que du coup, prendre soin des tensions et des conflits, c'est vraiment très important. Et sûrement, si tu avais déjà des outils, ça a dû minimiser les dégâts, donc bravo pour ce chemin, et bon courage. Est-ce qu'on passe à la suite? Alors, je vais vous présenter maintenant la clé numéro 2. Donc, je l'ai nommée « Prévenir et guérir ». Voilà, pour moi, c'est vraiment très important il y a vraiment possibilité de prévenir et de faire en sorte d'éviter plein de tensions et de conflits inutiles, parce que ça prend beaucoup d'énergie de gérer les tensions et les conflits. Et en même temps, il y a certains conflits qui sont inévitables et qui sont même, au final, très apprenants. Et dans ce cas-là, il faut apprendre à guérir et donc à prendre soin de ces tensions et de ces conflits. Alors, tout d'abord, pour prévenir, que faire? Eh bien, tout simplement, il convient pour moi, à mon sens, d'adopter un mode de communication qui permette de s'exprimer dans le respect de soi et de l'autre. Élie nous a présenté dans la clé numéro 1 le fait d'oser dire.
Donc c'est bien cette expression, mais il y a plein d'autres choses à voir. Il y a plein d'outils voilà, qui permettent justement d'adopter de nouveaux modes de communication qui permettent de pouvoir se dire en toute authenticité, c'est-à-dire de vraiment dire ce qui se passe en nous, de ne pas le cacher, et non plus de ne pas le cracher. Enfin voilà, il y a vraiment on est tous différents dans nos types de personnalités. Il y a des personnes qui vont entrer facilement dans le jugement, parce que c'est une protection. Il y a des personnes qui ne vont rien dire du tout, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'en parler, mais pas aux personnes concernées. Voilà, il y a tout type de personnalité, et personne n'est à blâmer pour son type de personnalité. C'est juste que si on adopte de nouveaux modes de communication, eh bien, ça permet de prévenir énormément, et donc du coup de gagner beaucoup de temps, qui n'est pas utile, enfin, voilà, qui permettrait de mettre plus de temps dans de bonnes relations et dans le travail. Alors, comment faire cela? Eh bien, à mon sens, on a appris beaucoup de choses à l'école, en fonction des études qu'on a fait. On a appris voilà, de certaines choses sur différents domaines, mais il y a très peu, en fait, on apprend très peu à être en relation les uns avec les autres. En tout cas, pas encore, ou peut-être dans certaines écoles, dans certains pays, mais en tout cas, dans le système éducatif tel que moi je l'ai connu, par exemple, on ne m'a jamais appris à prendre soin de mes émotions, à comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi, et à prendre la responsabilité de ce que je vivais, pour ensuite en témoigner auprès de l'autre, et ensuite lui faire des propositions, et qu'ensemble on cherche des solutions qui nous conviennent à tous les deux, les solutions gagnant-gagnant. Pour moi, ça s'apprend. Et donc, au même titre qu'on apprend les mathématiques, la géographie, quand on est à l'école, eh bien, on peut apprendre toute notre vie, et en tant qu'adulte, on peut apprendre ces modes de communication. Donc, il existe plein de formations différentes. Il existe plein de webinaires, plein de livres à lire, plein d'ouvrages sur Internet. Aujourd'hui, on est vraiment à une époque en plus où, bon, des fois, on est un peu noyé sous trop d'informations, mais en tout cas, si on cherche de l'information, on peut en trouver. Je vous invite aussi à expérimenter, c'est-à-dire avant de trouver, voilà, il y a des personnes qui vont vouloir essayer plein d'outils, et d'autres qui vont avoir un ou deux outils vraiment qui leur tient à cœur, et ils vont utiliser que cela. Pour savoir, eh bien, il faut aller à droite, à gauche, se renseigner et expérimenter l'outil pour voir est-ce qu'il me parle, est-ce qu'il correspond à ma personnalité, est-ce qu'il correspond à ce que j'aime moi. Et puis ensuite, il faut oser le changement. Parce que qui dit nouveau mode de communication, c'est comme apprendre une nouvelle langue, et donc du coup, on va parler une nouvelle langue, en fait. Au début, en tout cas, ça va nous paraître... Je me rappelle de mes premières fois où j'utilisais la CNV, je me sentais vraiment... Enfin, ça me semblait pas naturel du tout. Et après, en fait, ben, c'est comme tout. C'est comme quand on fait du vélo au début, c'est un peu bancal, mais après, on n'y pense même plus quand on fait du vélo comme conduite. Ben là, c'est un petit peu pareil. Il faut oser passer par la posture du débutant, qui n'est pas confortable, mais c'est le seul moyen, en fait, d'accéder ensuite à un statut qui sera beaucoup plus fluide. Alors ensuite, pour la partie guérir, c'est-à-dire gérer les conflits. Parce que, donc, avec mon collègue Elie et avec d'autres collègues, on utilise beaucoup d'outils pour communiquer en prenant la responsabilité, en faisant des propositions, etc. Et donc, du coup, on évite, je pense, beaucoup de tensions et de conflits, mais il y a des fois où on va être stimulé à des zones qui sont vraiment douloureuses, et là, du coup, voilà, à ce moment-là, on n'arrive plus du tout à parler CNV, enfin, voilà, il y a des moments où on se sent démuni, où on sent que ça nous dépasse, c'est vraiment trop compliqué. Eh bien, pour moi, ce qui me semble très important, c'est d'apprendre à gérer les conflits, en tout cas de savoir comment les gérer avant qu'ils ne se présentent. Parce que si on ne sait pas comment faire une fois qu'ils sont présents, eh bien, comme on a vu dans les sondages auxquels vous avez répondu au début, eh bien, du coup, on se sent impuissant. Voilà. Ou alors on essaye de faire, mais on patauge un peu dans la semoule, enfin, c'est compliqué, quoi. Alors, j'ai envie de vous citer Dominique Barter, qui a mis en place des systèmes restauratifs au début au Brésil, et puis maintenant c'est présent un peu partout dans le monde. Donc Dominique Barter dit « Dans un établissement scolaire, on sait qu'à un moment, les personnes vont avoir faim. On attend peut-être qu'il soit midi pour construire une cantine. Et on trouve normal qu'une cantine existe, même si elle ne sert pas tout le temps. Dans toute communauté, il y a forcément des conflits. Installer un système restauratif, c'est prévoir un espace, une structure qui permette de vivre les conflits quand ils se présentent. » Donc j'aime beaucoup cette citation qui explique bien que
enfin en tout cas ce que je partage dans cette citation, c'est vraiment l'idée que de toute façon, il y aura des tensions et des conflits. C'est inévitable. On peut réduire en fait l'importance des tensions et des conflits en adoptant des modes de communication empathiques, positifs, respectueux, etc. Mais de toute façon, voilà, il y a des moments où on va devoir gérer ces tensions et ces conflits. Et donc du coup, eh bien, de la même façon que, voilà, que nos enfants à l'école, on aime que dans l'école il y ait une cantine, ou pas trop loin en tout cas, eh bien, dans toute organisation, à mon sens, il devrait y avoir une cantine des conflits, c'est-à-dire un endroit où on peut justement gérer les conflits quand on en a besoin, sur demande d'une personne. Et puis, pour ça, il faut des règles, une structure, des processus, en fait. Savoir à qui s'adresser. Voilà, je suis en conflit avec une collègue, je n'arrive plus à communiquer avec elle, c'est insupportable. Eh bien, quelles ressources en interne je peux mobiliser, dans quel espace on peut aller, à quel moment? Est-ce qu'il y a des espaces, des moments dédiés à ça? Et est-ce qu'il y a des facilitateurs en interne formés qui vont pouvoir nous accompagner en médiation dans la gestion de ce conflit? Voilà, et tout ça dans un climat de confiance réciproque. Il faut que dans la manière de communiquer, justement, ça va être le rôle du facilitateur, du médiateur, de faire en sorte que chaque personne, voilà, il n'y a pas de victime, de bourreau, il n'y a pas de sauveur, chaque personne se sente entendue et compris dans ce qu'elle a à dire et dans ce qu'elle vit à ce moment-là. Et qu'ensuite, on cherche des solutions gagnant-gagnant. Et tout ça, en fait, ça demande un gros changement de paradigme, en fait, un important changement culturel qui doit s'installer donc progressivement. Hein, il ne s'agit pas de faire la révolution. Enfin, il y a peut-être des tempéraments qui sont à l'aise avec ça. Hop, on change tout en 15 jours. Moi, je crois plutôt voilà, à l'évolution lente, progressive, mais efficace et durable. Idéalement, ça doit être co-construit aussi. Chaque organisation va se doter du système de gestion des tensions et des conflits qui lui convient, qui convient à ses valeurs, qui convient à sa vision, qui convient à sa maturité aussi de coopération. Et idéalement, être accompagné pour ça, ben voilà, par un professionnel, c'est vraiment le top du top. Et donc les résultats de ça, quand on installe, justement, quand on a un vrai système de gestion des tensions et conflits dans une organisation, eh bien, c'est pour reprendre un petit peu toutes les conséquences qu'on avait vues au début, on gagne du temps, les gens sont plus motivés, plus heureux, et ça impacte aussi l'organisation qui du coup va être plus durable et plus performante et agile. Parce qu'on va pouvoir... En fait, les tensions et les conflits sont souvent des cadeaux en fait, qui permettent de découvrir des problématiques dans le système, et donc ça permet d'y remédier en fait. Et enfin, donc je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, mais le bonus pour soi-même, c'est, pour moi, chaque tension et chaque conflit me permet de faire un point sur moi-même, de savoir où j'en suis, de savoir s'il y a quelque chose à modifier en moi-même, dans la relation, dans l'organisation, et donc de mieux me connaître, mon environnement, et d'évoluer à chaque fois, d'ajouter des choses ou de modifier des choses pour me permettre de vivre de mieux en mieux, en fait, ma vie professionnelle, ma vie personnelle, parce que les conflits touchent évidemment la vie personnelle également. Voilà pour ma présentation. Donc, je vais lancer un petit sondage pour avoir... Et voilà, je te laisse faire la capture d'écran. Alors, installer une politique de gestion des conflits dans votre organisation, est-ce que ça vous semble impossible, fastidieux, envisageable, facile à mettre en œuvre, autre? Donc, si vous avez mis autre, peut-être vous pourrez témoigner soit dans le chat, soit à l'oral tout à l'heure, ou vous n'êtes pas concerné. Donc, pour beaucoup, a priori, ça paraît envisageable. Chouette. Donc, il y a les 3/4 d'entre vous qui ont répondu. On va laisser quelques secondes encore. Merci pour vos réponses, pardon. Alors, Nadia, nécessaire, mais pas dans la culture actuelle de l'entreprise. Oui, tout à fait. Des fois, en tant qu'individu, on va en avoir très envie, et pour autant, on voit bien que ça semble très compliqué à mettre en œuvre parce que ce n'est pas effectivement la culture, les valeurs, ou voilà, au niveau de la maturité coopérative, au niveau de l'organisation, on n'en est pas là.
Ok, donc je vous remercie pour vos réponses. Je vais mettre fin au sondage et vous partager les résultats. Donc pour presque la moitié d'entre vous, ça vous paraît envisageable. Donc moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Voilà, parce que de toute façon, voilà, actuellement, on voit qu'il y a une volonté de plus en plus forte de la part des individus et des organisations d'aller vers le prendre soin de l'humain. Pour 5%, ça vous paraît impossible. Effectivement, des fois, l'organisation, elle n'en est pas là. Fastidieux pour 24%. Oui, dans certaines organisations, je comprends. Facile à mettre en œuvre pour 6%. Donc, ça veut dire que peut-être il y a déjà une démarche qui est en cours, certaines personnes formées. Donc, voilà. Autre 9%, donc peut-être on aura des réactions et pas concerné 11%. C'est bon, Élie, tu as fait le partage d'écran? Pas le partage, la copie. C'est bon, c'est fait, ouais. C'est bon, super, merci. Alors, Élie, est-ce que tu as repéré, j'ai vu qu'il y avait pas mal de réactions dans le chat, mais j'ai pas eu le temps de les lire. Il y avait une question qui était au niveau des livres. Est-ce que tu as des livres à recommander? Alors, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui avaient répondu dans le chat. Peut-être qu'on peut... Alors, à propos des systèmes restauratifs, je ne sais pas s'il y a des livres, en tout cas, moi, j'en ai pas lu. Il y a une partie du MOOC qui a été fait sur la gouvernance partagée, je crois, sur l'UDN, qui est sur les systèmes restauratifs. Si vous tapez système restauratif sur Google, vous trouverez ce MOOC qui a été la partie animée par Julien Berlusconi. Voilà, c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Enfin, vraiment, la grosse source d'inspiration pour moi, c'est les systèmes restauratifs. Donc, au niveau de la littérature, ça, je ne sais pas trop. Je ne suis pas une grande liseuse, personnellement. Il y avait une autre question de Marie. Je comprends bien le système restauratif dans un collectif, mais dans une équipe de travail avec une hiérarchie, qu'en est-il? Je comprends bien. Dans un collectif de travail, c'est ça? Dans un collectif, mais dans une équipe de travail, en fait, c'est la question, le système restauratif, est-ce que, en fait, est-ce qu'il convient aussi quand il y a une hiérarchie en place? Pour moi, instaurer un système restauratif, c'est valable à partir du moment où on est deux personnes. Voire même, on pourra en discuter, mais ça pourra même pour une personne, pour les différentes parts à l'intérieur de soi. C'est-à-dire, ça vaut le coup de se poser la question à un moment donné, et que fait-on en cas de conflit? Même s'il n'y en a pas, voilà, le jour où il y a deux personnes ou plusieurs personnes qui sont en conflit, qu'est-ce qu'on fait en fait? Et donc, je vous invite, que vous soyez dans la direction ou collaborateur, à faire des propositions, à dire, est-ce que l'un d'entre nous ne pourrait pas se former à la facilitation? Est-ce que moi, j'ai lu tel livre ou j'ai fait telle formation, donc je pourrais suggérer, est-ce qu'on ne pourrait pas parler régulièrement, organiser un temps de 2 heures tous les 15 jours ou tous les mois où on parle de comment on vit l'équipe? Ça, c'est des choses en tant que manager qui peuvent être faciles à installer. Voilà, est-ce qu'on a une personne ressource? Est-ce qu'il y a une personne qu'on sent, on peut utiliser l'élection sans candidat, je ne sais pas si vous connaissez, pour nommer une personne qui a un espèce de profil dans sa personnalité de médiateur, pour dire, voilà, si un jour, à part cette personne, mais si un jour d'autres personnes sont en conflit, eh bien, voilà, cette personne peut jouer un rôle de médiation et écouter, donner la parole, reformuler. Voilà, donc je pense que dans tout collectif, qu'il soit petit ou grand, alors plus il sera grand, plus ce sera complexe à mettre en œuvre, mais justement dans une équipe, ça me semble simple à mettre en œuvre. Bon, idéalement, comme je disais, accompagné par quelqu'un qui s'y connaît, ou alors vous allez vous-même chercher les informations et vous faites des propositions, et ensemble, vous construisez, vous avancez dans la construction de ce système restauratif. J'espère répondre à la question. Il y a une autre question de Jérôme. Comment gérer ou arbitrer un conflit entre deux collaborateurs lorsque vous n'êtes pas témoin ou acteur direct et que vous n'avez pas l'impression d'avoir les éléments d'interprétation et d'analyse? Et il ajoute aussi, donc il y a une réaction qui suit sa question, c'est à sa connaissance, il n'existe pas de médiateur social indépendant. Dixit, mon syndicat pro, l'a vu récemment. Alors, idéalement, j'aurais aimé... Ah oui, voilà. Comment gérer ou arbitrer un conflit entre deux collaborateurs lorsque vous n'êtes pas témoin ou acteur direct et que vous n'avez pas l'impression d'avoir les éléments d'interprétation ou d'analyse? À ma connaissance, il n'existe pas de médiateur social indépendant.
Alors, je ne vois pas de quoi vous voulez parler par médiateur social indépendant. Peut-être vous pourrez prendre la parole, Jérôme, tout à l'heure. En tout cas, gérer ou arbitrer un conflit entre deux collaborateurs quand on n'a pas été témoin. Alors, on peut donner de l'empathie à chacun des deux collègues, hein, c'est-à-dire l'écouter, qu'il puisse se dire, voilà, dans la limite de ce qui est acceptable pour nous. Moi, je sais qu'au bout d'un moment, une personne qui se plaint beaucoup, une personne qui va être très vindicative envers l'autre, des fois, ça peut être compliqué pour moi. Voilà, au bout d'un moment, je peux avoir envie de dire, bon, voilà, voilà, j'ai compris ce que tu as dit, c'est bon pour moi, et maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Pour moi, l'idéal, en fait, s'il y a vraiment un gros conflit, c'est que ces personnes soient réunies. Alors, dans le système restauratif, il y a notamment les cercles restauratifs. En tout cas, c'est des espaces où, justement, qui vont être dédiés à la gestion de ce conflit et où les personnes vont pouvoir, sans qu'on leur coupe la parole, pouvoir s'exprimer, chacune leur tour. Il y a des reformulations pour être sûr que chacun a bien compris. Et petit à petit, en fait, ce processus va amener à, s'il est mené par un facilitateur formé, enfin voilà, une personne, en tout cas, qui se met vraiment en position neutre et dans une écoute bienveillante de chacun, à co-construire une solution gagnant-gagnant. En tout cas, voilà, ce qui me semble, c'est pas facile à faire, mais en tout cas, quand on entend une personne venir dire oui, un tel, non, enfin en tout cas un conflit, ben de prendre parti, c'est très difficile à ne pas faire parfois, hein, je reconnais, voilà, on a tous des réactions comme ça, mais en tout cas, plutôt être dans un mode écoute, vraiment écouter chaque personne, donner de l'empathie, reformuler éventuellement, inviter la personne par exemple à sortir de ses jugements et à passer en mode de prendre la responsabilité de ce qu'elle vit. Ah oui, donc ça veut dire que là je vois que tu es très en colère, tu aurais tel besoin a priori, est-ce que c'est ça, plutôt que de vouloir essayer de régler la chose qui serait peut-être la position de sauveur. Voilà, en tout cas éviter ou en tout cas si on se voit aller là-dedans, eh bien voilà, revenir à quelque chose et proposer et demander aux personnes, ben, voilà, ce conflit, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Est-ce qu'on essaie de le régler? Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Tu veux ajouter quelque chose? Non, une autre question? Peut-être, mais ce serait peut-être temps aussi, peut-être une dernière. Est-ce que le CSE peut intervenir? Moi, je pense que oui, le CSE peut prendre ce rôle. Alors, moi, je mets toujours, quelle que soit notre position dans une organisation, ce qui me paraît important, c'est d'avoir des outils, en fait. C'est vraiment justement d'être formé. Donc, la formation me semble vraiment importante. Mais justement, ça peut être un des rôles d'un CSE, justement, d'établir une politique de gestion des tensions et des conflits, effectivement, pour prendre soin des relations entre collaborateurs et donc de l'organisation. Tout à fait. À partir du moment où voilà, il y a formation et outils, enfin voilà, des choses à proposer ou accompagnement. On peut peut-être passer, je vois que le temps passe, aux réactions. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce qui vient d'être partagé? Installer un système restauratif dans votre entreprise, est-ce que c'est possible? Si vous voulez réagir à cette question, il suffit de lever la main et je vous donnerai la parole. Ça laisse dubitatif. Ma question laisse dubitatif. Je ne vois pas de main qui se lève. Sinon, on peut peut-être lire, là je vois par exemple dans les derniers commentaires, ça avance à l'école, mon fils en CM1 et une fois tous les 15 jours un conseil de classe en mode démarche participative et résolution de conflits. Effectivement, ça bouge dans plein d'endroits et c'est vraiment chouette. Moi, j'applaudis des deux mains. Voilà, ben on arrive à la fin. Si vous voulez prendre la parole maintenant, pour dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette présentation, est-ce que ça a répondu en fait à votre attente, à votre besoin en fait, le besoin que vous aviez, peut-être inconsciemment en vous inscrivant à ce webinaire, et aussi éventuellement s'il y a des choses qui vous ont manqué, si vous veniez chercher quelque chose en particulier que ça vous a manqué, ben, n'hésitez pas à le partager. Est-ce qu'on présente vite fait la dernière slide, Élise, sur la présentation des activités de cohésion? Ben, Solange vient de lever la main, je vais lui donner la parole avant.
Ah, Solange. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour, Solange. Super intéressant. Là où je travaille, on a mis en place des ateliers flash d'1 heure. Et il y en a un, justement, c'était comment comment faire du conflit une opportunité. Là, j'ai un peu la correction par votre présentation, parce que vous avez fait ça sur un format d'1 heure. C'est très riche et j'aime bien l'idée de peut-être passer par le CSE pour mettre en place quelque chose de l'ordre du cercle restauratif. Puisque autrement, je n'ai pas réussi. Donc là, parce que les participants à cet atelier, évidemment, ont dit, bah oui, mais encore, parfois, là où on en est, le niveau atteint, le degré du conflit fait que c'est pas possible d'aller voir la personne, c'est trop ancien, trop ancré. Voilà, donc ouais, l'idée du CSE, je pense que je vais creuser. Merci beaucoup à vous. Merci Solange. Partager, oui. On peut partager la dernière slide. Ouais. Eh bien, est-ce que tu le fais ou... Vas-y. Je ne suis pas prêt du tout, moi. Ok. Hop. Tu peux le faire rapidement. C'était juste pour vous présenter un peu plus dans le détail, enfin très rapidement, Cohésion internationale. Donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, Cohésion internationale, l'objectif c'est d'accompagner les organisations dans les transformations, donc notamment sur la thématique de la gestion des conflits, mais ça peut être d'autres thématiques, toute thématique en fait qui pose problème dans une organisation à partir du moment où ça tourne autour de l'humain, bien sûr. Et donc l'accompagnement peut prendre plein de formes, ça peut être du conseil, de la formation, des diagnostics, du mentoring, de la médiation, du coaching, enfin voilà, il y a plein de solutions qui peuvent être proposées à tout type d'organisation et un peu partout en France. Voilà. Donc merci à tous pour votre participation. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Élie ? Juste préciser, mais non, mais tu l'as dit, là, vraiment bien préciser que l'accompagnement, cohésion, voilà, c'est pas que, faut pas résumer ça à la CNV. Ce qu'on fait, c'est vraiment un accompagnement global en fonction, en fait. Là, on a beaucoup vu sur le webinaire, en fait, c'est c'est le quoi mettre en place. Et après, sur le comment, ça dépend, en fait. À chaque fois, ça dépend des structures. Et par rapport à ça, c'est en fonction du contexte dans lequel vous évoluez, la solution va être différente, en fait. Et ça, c'est tout l'accompagnement qu'on fait. Et voilà, c'est tout. Très bien. Eh ben, merci à tous et merci pour vos commentaires. Merci à tous pour vos commentaires sympathiques. Et très bel après-midi à vous. N'hésitez pas à nous contacter. Donc on envoie les slides et on enverra le replay par mail à toutes les personnes qui se sont inscrites, qu'elles étaient présentes aujourd'hui ou non. Merci à vous. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci pour votre participation. Bon après-midi. Prenez soin de vous.